voici, après cette courte page de publicité, nous sommes Pauvrétude. Nous espérons que vous allez bien et que vous avez apprécié cette première game. Todd contre Boxer. Malheureusement, le Frenchie qui s'impose face à l'Empereur. Mais en même temps, l'Empereur, tu ne peux pas vraiment le test parce que c'est le principe d'un Empereur. Donc voilà, un très très beau retournement de situation de la part de Boxer. On va passer sans plus attendre à la deuxième rencontre de cette émission qui va opposer Rhett à Puma. Ouais, alors une deuxième partie entre deux stars, donc Rhett, le Zerg, The Macro Zerg, le Zerg de la macro, un Zerg qui est prêt à prendre des risques pour améliorer son nombre de drones, etc., pour faire un maximum de drones, à couper quelques raccourcis, à économiser des spine crawlers, etc., et à poser le Bangling Nest, un peu plus tard, etc. Et de l'autre côté, Puma. Donc Puma, le vainqueur de la NASL en fin de l'année dernière. Puma qui a fait second à la DreamHack. Finaliste contre Hero, ouais. Contre Hero. D'ailleurs, la NASL aussi, c'était contre Hero. Donc Puma qui a une histoire d'amour avec Hero. Et ma foi, deux très très bons joueurs qu'on va voir s'affronter sur Belcher Beach. Sur Belcher Beach, Winter Edition, effectivement. Puma qui n'est pas vraiment prophète en son pays, mais en tout cas sur les compètes internationales, eh bien, lui non plus, tu ne peux pas le test. Mais donc on va voir ce qu'il va donner contre Rhett, donc Rhett de la team Liquid. Wow. On est donc sur Belcher Beach Winter Edition et c'est parti pour cette rencontre en BO3 évidemment. Les ouvriers qui commencent à miner évidemment et nous avons donc Puma à gauche en haut de la map sur Belcher Beach en Terran et Rhett en Zerg en bas à droite. Ouais, alors effectivement la partie qui va être très 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 serrée. On est sur une map pro-Zerg, enfin pro-Zerg, bon, certains disent pro-Zerg, légèrement pro-Zerg, mais les Terrans ont largement de quoi faire des résultats. En fait, je dis pro-Zerg parce que disons que la B2, il y a une choke, elle n'est pas si difficile que ça à défendre. Et en général, surtout le gros avantage que peuvent avoir les Zerg, c'est le fait qu'au milieu, il y ait deux côtés pour faire des run-by. Et le Terran est obligé d'emprunter un de ces deux côtés. Soit il passe à gauche, si on peut le montrer dans la minimap, soit il passe à droite du milieu de la map. Résultat, ça offre des possibilités de run-by. Donc on va voir ce qu'il va réussir à faire. Effectivement, mais c'est comme tu le dis, c'est une map assez binaire où les trade bases sont assez réguliers puisqu'effectivement, si vous passez sur la droite et que votre adversaire donc vous contourne pendant ce temps, eh bien le chemin va être très très dur pour revenir à la maison mère et résultat, ça finit souvent en trade base. On est donc en TVZ, pardon, excusez-moi. On est tellement surpris par la game Todd contre Boxer que tout à fait. On en perd notre latin et on va avoir un gaz qui va être pris par Puma. Et peut-être qu'on peut s'attarder un petit peu plus sur les équipes. Et oui, parce qu'on a deux très très grosses équipes internationales. On a Puma de la team Evil Genius, donc une team américaine, dans laquelle figure notamment In Control ou Hydra. Hydra, oui. Et en face, on a Liquid Red, donc Team Liquid, dans laquelle figurent Liquid TLO, Liquid Tyler, Liquid A-Pro, etc. Et ma foi, alors la Team Liquid qui est une équipe européenne. Liquid Hero également. Liquid Hero. Yeah. Et oui, Rhett a peut-être... Donc Rhett, tu vas le dire à un moment donné. Et peut-être que Hero lui a dit, ok mec, tu joues comme ça. Certes, c'est que StarCraft 2, mais si tu peux la lui mettre... J'avoue, peut-être qu'il va essayer de se venger pour son collègue. Bah après, Hero s'était vengé à la DreamHack tout seul, mais effectivement, Puma qui est probablement le némésis du joueur de la team Liquid. Pendant ce temps, donc le Zerg ici qui, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ne va pas aller au bout de son scouting, qui va s'arrêter à cette B3 naturelle ici, et qui ne va pas aller chercher l'information sur cette fast expand. Donc assez étrangement. À mon avis, Rhett qui va continuer à droner du coup. Ok, à mon avis, il cherchait à intercepter des marines, auquel cas ça aurait pu être un opener double rack, etc. Voilà, ouais, et auquel cas il aurait joué défensif. En tout cas, Rhett qui lance les deux queens, qui est tranquillement en train de miner du gaz. D'ailleurs, voilà, il a retiré les drones du gaz. En face, on a Reaper Expand, et on va suivre le Reaper qui est dans la main de Rhett
Et voilà, on va compter les drones. Voilà, un drone. Non, pas de drone. Ce Zéro Reaper, drone. voilà, 1 kill. 1 kill pour le Reaper, 2 kills pour le Reaper. Le Reaper qui s'est pris quelques shoots de la part de la Queen. Le Reaper qui va partir. De Queen, c'est pas une ultra rentabilisation de l'unité. Cependant, il a pu choper un peu d'informations, donc bon, why not. Ouais. Et on a une usine avec directement un laboratoire technique. Un laboratoire technique, ouais. Et donc les tanks ne sont pas cette loin. usine, il va la switch et il va partir sur réacteur Hélion. Et donc ça, c'est donc la caserne qui a servi à faire le réacteur. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout de partir là-dessus. En fait, j'ai vu de plus en plus de terrain de partir sur cet opener. Ça vous donne en début de partie, mais en général, on l'utilise pas sur cette map. C'est quelque chose qu'on voit surtout sur plateau de Chakuras. Puisqu'en fait, les Reapers, tu peux les mettre au milieu de la map. Il y a des espèces de terrains surélevés qui vous permettent de les défendre. Et tu peux prendre du map control avec les Hélions. Et au final, les Hélions et les Reapers se combinent assez bien. Donc, c'est sûr que en fait, contre les unités légères, ils sont tous les deux vachement optimisés, ils sont rapides. Tu peux cramer du speedling à foison. Par contre, ils sont vulnérables à peu près également aux mêmes unités, c'est-à-dire les Roach ou les Mutalisques. Donc c'est deux unités à peu près pour... pas dire pour le même emploi, mais voilà. Oh là là. Et regardez la vision de cet Overlord. Tu peux te mettre dans sa vision. Cet Overlord a vu la B3 et a vu à droite que ça minait. Il a regardé, il a vu les récolteurs. Autrement dit, excellent scout de la part de Liquid Red qui vient de voir que Puma part sur phase B3. Puma qui part sur phase B3 contre un joueur ultra macro comme Red et qui, ma foi... Red qui est en train de chercher le T2, voilà, il va avoir du mal à supprimer ses Hélions. Jolie micro-gestion de la part de Puma ici qui sauvegarde ses Hélions, plus assez speedling pour infliger du dégât. Pendant ce temps, chez Red, c'est une seule Spinecrawler sans wall de bassin d'évolution. Aïe aïe, tous les speedlings de Red qui y sont passés. La Queen ici qui va devoir défendre toute seule. Red qui n'a que 3 Queens pour se défendre contre ses 4 Hélions. Attention, le run-by qui pourrait faire beaucoup de dégâts. Et pendant ce temps, Red qui ne se réagit pas, seulement qu'à une dizaine de speedling tout de même en production. Et le sitting qui se fait ici à la sortie de la base du Zerg pour sniper les tumeurs muqueuses et pour empêcher tout map control pour le Zerg. Ouais, donc la partie qui est somme toute assez serrée pour l'instant des deux côtés. La B3 de Puma voilà, qui vient de se finir la station orbitale et Puma qui est en train de partir sur un push tank marine et qui n'a pas d'amélioration pour les marines. Et ma foi, le push tank marine sur cette map, c'est vraiment à double tranchant et ça va peut-être ouvrir une opportunité pour Red. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous tentez un push tank marine, il faut choisir de quel côté vous allez choisir de push, que ce soit à gauche ou à droite. Et si Red en profite pour faire un run-by, ça peut vraiment infliger beaucoup de dégâts aux joueurs Terran. Et comme on l'avait dit, c'est une map peut être pris entre deux feux. C'est ça. C'est une map qui est assez régulièrement favorable, enfin en tout cas défavorable aux Terran, notamment à cause de cette possibilité de run-by ici et qui est difficilement arrêtable tant qu'on n'a pas mis des Planetary Fortress un peu partout. Et on a sécurisé un peu le business. Les unités de Puma qui sortent avec l'envie belliqueuse d'aller brûler du creep et du Zergling. De son côté, Liquid Red qui commence à amasser les spinning, la Spire qui va bientôt se finir. Les Mutalisques qui ne seront pas de trop pour aider Red à défendre. Ah, le timing qui est très bon et tu peux voir qu'il se sert toujours de ses Hélions et de son Reaper pour prendre l'information, pour prendre la température, certains diront. Voilà, donc la B3 qui est annulée, le run-by. Le run-by qui ne va pas passer. Tu peux remarquer qu'il a attaqué à 10 minutes 10 à peu près, juste avant les mutas de Liquid Red. Donc ça, c'est très très bien pensé. Et j'ai l'impression qu'il connaît très très bien le style de Red, puisqu'il a attaqué avant le +1 d'attaque, le +1 de défense et les mutas. Donc le timing d'attaque de Puma là est vraiment parfait. Mais étrangement, Red qui n'a pas lancé de Mutalis, qui a lancé une grosse salve de speedling, 4 mutas en production, les premiers mutas, le +1 et le +1 en attaque et en défense qui va être rechargé. Attention, Red qui passe à l'attaque et qui va essayer de le noyer, le speedling qui doit arriver au contact. Speedling qui ne servent à rien, les Benling qui ne servent à rien, qui n'ont même pas été utilisés. Il n'a même pas eu besoin des speedling pour se débarrasser du push de Puma. Puma qui
et bien quand même qui vient de se faire rebooter par des speedlings sans amélioration. Donc ouais, mais il y en avait beaucoup. Et mais effectivement, enfin, Puma qui a perdu des unités, mais il a déjà une 3e station orbitale, il a déjà une 3e mule. Il a ralenti la prise de B3 de son adversaire. Pour moi, la partie, pour l'instant, n'est pas donnée à l'un ou l'autre des joueurs. Il va falloir que Red inflige des dégâts avec ses mutalisques. Donc les mutalisques, ce sont les créatures violentes que vous avez sous les yeux. Et voilà, donc ce supply qui va être pris, la tour qui l'attend. Et je ne suis pas sûr que Red va pouvoir infliger beaucoup de dégâts. Parce qu'en fait, Puma est bien défendu. Hein. Effectivement, cette tour ici qui va protéger tout le sud de sa ligne de minerais. On en a une deuxième qui va se finir dans la B2. Il n'y a pas de tourelle, mais il y a quand même pas mal de marines. Voilà, il y a quand même moyen de se démerder. L'armurerie qui va se finir pour le joueur Terran et qui va donc lui donner accès au Thor. Et Puma qui se place tranquillement grâce à ses positionnements de tank. Il va pouvoir défendre et l'entrée de sa main ainsi que bientôt l'entrée de sa B3. Donc beau positionnement. Red qui continue la production de drones qui va bientôt passer à 70 drones et atteindre le nombre critique de récolteurs. Et à partir de maintenant, le macro monster va pouvoir commencer à s'amuser et attaquer, puisque là on a quand même vu la pression, mais bon c'était mi-molle, hein, c'était pas vraiment à volonté de détruire son adversaire. Maintenant, c'est pas la même. Il va avoir la technologie, le +2 en attaque et en défense sur ses speedlings, les mutalisques, les bendlings qui seront améliorés. Donc ça va pas être la même pour Puma. Ouais, mais Puma qui a bien compris qu'en fait, il ne pouvait pas attaquer. Alors, il ne pouvait pas attaquer, tout est relatif, mais qu'il était délicat d'attaquer sur cette map. Donc, il se fait choper, il y a un peu de fight à la Xel'Naga du Sud, voilà. Et qui choisit de jouer défensif, les mutas qui ne vont pas voir ses Medivook. Et voilà, mais les mutas qui vont se heurter à la tour. Voilà, Red qui ne prend pas la fight. Et donc, tu vois, Puma, pour moi, il joue de façon très safe. Il joue la map, il n'attaque pas. Il est risqué d'attaquer sur cette map, enfin, d'attaquer au sol. Et il essaye juste de faire des drops. On a une incursion dans le sud de la map, sur la B4 de Red. Pendant ce temps, un dropship qui va arriver dans la main directement. Pas de défense ici. La Spire qui pourrait être chopée si jamais... il vient de le voir, effectivement, un Overlord ici bien positionné. Les 5 marines de Puma qui rentrent au contact et c'est la spawning pool qui va probablement tomber. Attention, la spawning pool qui perd des points de vie. Ce serait catastrophique. Et le positionnement des speedlings ici qui laisse complètement les marines de Puma faire le travail. Pendant ce temps, le joli run by, le joli circle ici des tanks. Les tanks qui vont tomber un par un. Et les marines qui certes ont splitté mais qui maintenant se retrouvent face à beaucoup d'unités. C'est dur pour le Terran. Ouais, et Red qui là du coup prend un avantage assez décisif dans la partie. Le seul inconvénient, c'est qu'il a une spawning pool de retard. Maintenant 60 de pop d'avance, 70 même. C'est très difficile, diront certains. Et on a une tentative de run-by de Mutalisk à gauche de la map. Et il commence à y avoir pas mal de Mutalisk, 28 Mutalisk. Et ma foi, j'ai l'impression que... Et Red est en train d'asseoir tout simplement son séance sur cette partie. Choper l'armurerie, ce serait catastrophique également. D'autant que Lubrad n'est pas fini, l'armurerie qui tombe. Et Puma qui passe à l'attaque directement. Les tanks qui ne sont pas en mode siège. Aïe, 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 aïe. C'est la débandade, les tanks qui vont tomber avant même de pouvoir tirer. Et Red est chaud là quand même. Hein. Ouais, bah là franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant le niveau que nous propose Red. Puma qui a perdu ses tanks, Puma qui va être obligé de relancer une armory. C'est un bâtiment qui est long à construire. Relancer le +1 d'attaque des tanks, qui est une amélioration qui est vitale dans ce match-up. Et surtout à ce niveau, hein, là, Red et Puma, ça fait partie des 20 meilleurs joueurs du monde, ou des 10 meilleurs joueurs du monde. Et ça va être très très difficile, pour ne pas citer Mr. Uncle, voilà, la B3 du joueur coréen qui va être attaqué. Et ça va être... je sais pas s'il peut s'en remettre. Non, c'est compliqué. Là, il y a moyen de faire du dégât. On a un petit drop en bas à gauche sur la B4 de Red. Red qui va... Mais en même temps, il est à 200 sur 200 tout simplement, l'ami Red. Donc il peut se permettre de perdre ces quelques troupes. Tant qu'il perd pas la couveuse, c'est pas très grave. Donc par contre, cette armée ici n'est pas là pour rigoler ni pour coller des gommettes. Et celle-là, elle est là pour faire du dégât. J'ai l'impression que c'est
la chance de Puma de revenir au score. Malheureusement, Puma qui va back et qui va consolider eh bien sa défense. Mais il y a un moment donné, il faut faire du dégât, quoi. Depuis le temps, j'ai pas l'impression qu'il ait refait le plus 1 d'attaque des tanks. Voilà, les Zerglings qui passent, les Zerglings qui sont toujours en train de défendre. Un Medivac ici qui vient de mourir avec des marines à l'intérieur. Red qui défend très très bien. Hein. Là, il sait qu'il a l'avantage. Regardez, 1, 2, 3, 4 bases contre 3, contre 2 ennemis. Donc il n'a pas vraiment besoin. Oh là là, la marée de Benling et de Speedling qui passent à l'attaque. Et les Mutalisques, alors ça c'est du Benling, Speedling, Muta, comme on aimerait avoir plus souvent le split. Ouais. Ouais, mais malheureusement inutile. Voilà, là quand il y a plus de Benling que de Marine, c'est compliqué. Et la défense de Puma qui va sauter, tous les VCS qui vont tomber. Et Puma, mesdames et messieurs, Red qui est en train de s'imposer dans cette première GG de la part de Puma. Puma qui va devoir s'incliner, bien penser la machine à fumer. Pendant que la fumée sort de le bureau de la mort. du sous-marin Iron Squid. Et non mais quelle partie. Red qui montre que voilà, l'hégémonie des joueurs coréens n'est plus. Red qui, je trouve, a maîtrisé son sujet du début à la fin et qui s'en sort très très bien. Alors on va voir s'il va être capable de confirmer l'essai dans la seconde manche. Mais il a été impérial. Il a stoppé tous les drops. Il s'est fait choper un bassin d'évolution, mais j'ai envie de dire que c'était presque un peu trop tard. Vraiment, du speedling, benling, parfait quoi. 200 de pop en 18 minutes. On est bien quoi, tout simplement. Donc voilà, je vous propose de retrouver la deuxième partie de ce BO3 juste après cette petite page de publicité. À tout de suite. Eh bien, nous revoici pour cette rencontre Red contre Puma. On vous rappelle que c'est la première émission Iron Squid. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on a vu tout à l'heure Todd contre Boxer. Si vous n'avez pas vu la partie, on vous conseille d'aller la regarder sur www.ironsquid.tv. Puma contre Red, 1-0 pour le Zerg Red, et qui n'a jamais vraiment été embêté. Hein. Puma a tenté 2-3 drops, 2-3 incursions, mais il s'est fait toujours tarter le visage par le muta benling spinning de son adversaire. Donc j'attends de voir ce que Puma va nous sortir de sa sacoche de magicien, de son chapeau. De quelle couleur sera la... Merde. De quelle couleur sera le lapin, on ne sait pas. Mais donc on va voir comment ça va se goupiller. On est sur Dual Sight pour la deuxième partie. Tout à fait. Et la partie qui va pas tarder à commencer. Donc on va y aller doucement. Doucement. Mais effectivement, ça va être intéressant de voir ce que Puma a en réserve. Et à mon avis, il connaît très très bien le match-up, il connaît la map, et je pense que ça va être une partie intéressante. Ah bah, le niveau de toute façon qui est vraiment équivalent, même avec un léger avantage à Puma si on en croit le palmarès des joueurs. Donc je pense que l'ami Miaou ne va pas se laisser dompter aussi facilement. T'as-tu vu la métaphore filée, tout ça? Bref. Et on est parti. On est parti pour cette deuxième game entre ces deux joueurs d'exception. Petit misclick ici de la part de Red, qui peut-être... Ouais, signe de faiblesse. Signe de faiblesse. C'est complètement vrai. C'est ce qu'on dit dans le milieu. Misclick au départ. Faux départ. Voilà. Et alors, que va nous réserver... Voilà. Que va nous réserver le joueur coréen de la team Evil Genius? En tout cas, la Belgique, voilà, Béatrix, la souveraine de Belgique, peut être fière de son poulain. De Belgique, non, de Pays-Bas, excusez-moi, puisque Red est des Pays-Bas. D'accord. Et je t'ai perdu sur Béatrix. Puisqu'en fait, c'est la souveraine des Pays-Bas. D'accord, ok. C'est pas la meuf d'Harry Potter, bon trip. Je me suis dit, Béatrix Lestrange. Lestrange. Ça, c'est la pote, la sœur de Sirius Black. Voilà. Petit peu de culture, tu sais pas, tu sais. Peut-être quelqu'un n'était pas au courant. Enfin bref, Béatrix, effectivement. Des Pays-Bas, tout ça. Spécial dédicace aux fans de Harry Potter. Et spécial dédicace aussi à toute la royauté hollandaise. Voilà. Ceux qui nous matent. C'est pour ça qu'on est là.
Respect les mecs. D'ailleurs, ils sont 4 sur le stream. T'as vu la vidéo sur YouTube à un moment donné, ils étaient à un dîner et t'as le roi de je sais pas quoi qui était en train de mater les boobs de la princesse de je sais plus où. Et la meuf qui le spot complètement, le mec a 30 ans de plus. Et le mec fait genre, il regarde au plafond, c'est comme quand t'es dans l'ascenseur devant quelqu'un que tu connais pas. Enfin bref, magique. Tapez boobs sur YouTube, vous la trouverez facilement. On est donc sur Dual Sight, donc une map très intéressante, hein, mais qui est néanmoins dépendante de ces deux Xel'Naga du milieu. Et voilà, les joueurs qui sont généralement tributaires de cette B3 qui n'est pas facile à prendre, notamment pour les Terran. Ouais, mais la B2 qui n'est pas facile à défendre pour le Zerg, enfin... Deux entrées, La carte qui est dans ce match-up très 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 équilibrée. Et il y a vraiment de tout dans cette carte, des possibilités de drop pour le Terran, des grands espaces au milieu. Une B3 qui est pas... Elle est pas gratos pour le Zerg, mais elle n'est pas non plus impossible à défendre. Donc une carte qui en fait est très plébiscitée par les tournois. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Puma va repartir sur le même BO que tout à l'heure et va être scouté. Voilà, donc là, effectivement, le drone peut faire demi-tour. Hein. Caserne centre technique, laboratoire technique, plutôt. Donc ça signifie Reaper Expand, parce qu'on ne va pas sortir un maraudeur en première unité. Donc voilà. C'est là Red qui a toute l'information, qui va lancer ses deux queens, Alors, est-ce qu'il Il a pas toute l'info, mais c'est automatique à ton avis, la fast expand après un Reaper? Non, c'est pas automatique. Il y a des all-in sur une base, quoi, après un Reaper. Mais c'est des all-in que, pour ma part, je ne vois pas souvent. Les all-in sur une base en Terran en suivant un Reaper. Donc voilà, il y a peu de chances que ça parte comme ça. Probablement un autre scout qui va être provoqué par cet Overlord ici, judicieusement positionné depuis le début de la game. Le Reaper ici qui a un Zergling à son actif. Attention, ce drone à ne pas le laisser s'affronter aux obus du Reaper. Le Reaper qui prend l'info mais qui ne va pas faire de dégâts. La Queen sur son creep qui est largement suffisante pour défendre. Ouais, alors ce qui est dingue avec Ret, Ret qui sauve le drone, mais pas celui-là. Et donc 2 kills. 3 kills j'ai l'impression. Non, 2 kills pour le Reaper. Et ce qui est dingue avec Ret, eh bien écoute-moi bien mon petit ponf, c'est que Ret, comme tu peux le voir, il est en train de droner. Et c'est ça vraiment la force de ce joueur, et c'est pour ça qu'on l'a invité dans le tournoi. C'est vraiment pas le joueur qui va faire des agressions sur 2 bases, des all-in sur 2 bases, très rapides, all-in Roach, que ce soit Roach, Baneling, Roach et Baneling, etc. C'est le joueur qui va macro systématiquement, donc qui est prévisible, mais malgré tout, c'est une brutasse contre Terran, même s'il est prévisible. Et c'est ça qui est vraiment fort chez ce joueur, hein, c'est qu'il a tellement peaufiné son jeu de macro, qu'il est quasiment invincible en début de partie, quoi. Ouais, ça fait penser à un Stefano effectivement qui va asseoir son jeu. Tout le monde connaît, une partie du jeu de Stefano, et pourtant ça l'empêche pas de gagner les tournois et de ramasser des Coréens 4-0 en finale de tournoi. C'est pas un problème. Donc on va voir comment est-ce que Red va s'en sortir. Ici, un Overlord qui doit être vu par le Terran. Ouais, donc le 3e CC sous le nez de l'Overlord. Donc là, alors est-ce que c'est ce qui a perdu Puma dans la partie précédente? Parce qu'en fait, quand vous êtes Terran et que vous dévoilez votre B3, en fait, votre 3e CC, donc votre intention de ne pas faire de trop grosses agressions dans les prochaines minutes. Vous pouvez agresser, vous pouvez mettre la pression, mais vous aurez moins de ressources que si vous n'aviez pas construit de CC. Ça permet aux Zerg en fait, de poser B3 et de droner beaucoup plus rapidement qu'un Terran, en fait. Même si le Terran a la 3e mule, oui, mais je veux dire, si tu laisses 3 minutes à un Zerg pour droner, il va saturer très très vite. Ah, c'est sûr, c'est la dernière des choses à faire, c'est laisser un Zerg tranquille, et je dis ça en étant moi-même Zerg. C'est à chaque salve de drone que tu fais, tu sais que tu prends un avantage sur l'avenir, sauf si le mec t'attaque pile quand tu viens de balancer toutes tes larves. Là, tu fais moins le malin, mais voilà, le but c'est de droner, et en même temps, voilà, c'est comme ça, c'est les règles du jeu, c'est un peu comme au tennis. Au tennis, faut taper dans la balle, et là, en Zerg versus Terran, eh bien, il faut fumer des drones du Zerg, sinon c'est que tu ne joues pas au jeu Terran versus Zerg. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Il a lancé 7 fois le +1 d'attaque et de défense des Zerglings avant
de lancer la spire. Donc il va privilégier les Zerglings, ce qui n'était pas le cas à la partie précédente. Donc Ret va privilégier les Zerglings au Mutalisk et il se donne la possibilité de défendre contre un push de son adversaire, maintenant qu'il a vu le 3e CC. Et en face, je trouve que c'est très intéressant de la part de Puma. Donc Puma qui est en train de partir sur Bioball et qui, comme il a accumulé des Hélions, il commence à avoir pas mal d'Hélions, il a 6 Hélions, il va partir sur Blue Flame et je vois de plus en plus de Terran faire ça. Effectivement, Blue Flame, là, si tu fais suffisamment de Hélion pour pouvoir passer sous les Spinecrawlers, en fait, si tu en fais 7 ou 8, eh bien là, ça devient complètement rentable si tu arrives à atteindre les lignes de minerai de l'adversaire. Donc, le Mass Blue Flame Hélion, d'ailleurs, qui a été sorti en premier par le clan Slayer, je crois. Donc peut-être à mettre au crédit de l'empereur lui-même. En fait, le clan Slayer a été super innovant au niveau d'un certain nombre de stratégies, de combinaisons en gros. Marine avec le bouclier, Hélion avec Blue Flame et un Medivac pour faire l'élévateur. Et voilà, donc les Blue Flame qui donnent le map control au joueur Terran. Le joueur Terran qui va aller prendre B3, la B3 qui va être instantanément scoutée par les coups de Ret. Par ce petit Zergling. Voilà, tout à fait. Et la partie qui se pose... Qui se pose pour quelques temps, mais pas trop longtemps. On a 5 mutants en production. Et j'ai l'impression que c'est ce timing que va décider d'utiliser Ret pour passer à l'attaque. 64 drones. 2 autres en production, je pense qu'à 66 on est pas mal, et probablement poser une B4 à ce moment-là et partir avec ces Speedling Mutalisk Reds qui pourraient faire tellement de dégâts à cette B3 qui n'est pas protégée. On a 6 Hélions certes, mais ça ne tape pas encore en haut. Donc les Mutalisks de Red qui vont se faire un malin plaisir. Ah là là, K Puma pour se défendre, un Viking et 26 marines. Les 26 marines qui sont finalement en déplacement. L'armée du Terran qui se réunit. Joli positionnement des tanks ici sur une belle longueur comme ça. Mais ça fait d'autant plus de zones à défendre avec les marines contre les Mutalisks. Ouais, donc des VCS qui vont tomber là-dessus. Et il y a un choix intéressant qui a été fait. Alors j'ai un doute, mais si je me trompe pas, il n'y avait pas le plus 1 d'attaque qui avait été recherché. Enfin si, il l'avait recherché sur la partie précédente. Mais là, Liquid Red n'a pas lancé le plus 1 d'attaque. Donc à moins que ce soit un oubli, ça devrait être un signe qu'il ne va pas rester trop longtemps sur les Mutalisks et qu'il va partir. Alors je dirais pas vers Broodlord, parce qu'avec Broodlord, tu as aussi besoin du plus 1 d'attaque. Mais il pourrait partir sur Infestator par exemple. Mais là, il est en train de continuer à faire des Mutalisks. Donc c'est à se demander pourquoi ne pas avoir lancé le plus 1 d'attaque. Bon, c'est peut-être son style de jeu, peut-être qu'il préfère avoir plus de mutants en début de partie. Et alors, combien de kills a le Viking ? Le Viking qui a 2 kills, 12 Overlords qui sont tombés. Les mutas, vous avez vu, qui étaient en train de les chercher un peu vers le nord de la map. Pendant ce temps, les 2 joueurs qui macro tranquillement, sauf que voilà, est-ce que Puma est connu pour sa macro alors, le mec n'a aucun problème, hein, le mec fait ce qu'il veut, mais voilà, il affronte quand même un joueur dont la spécialité c'est la macro, c'est les gros 200 sur 200, les grosses masses d'unités, le rip-up et la gestion des larves. Donc, est-ce que c'est un bon pari à faire que de partir sur une game macro sans infliger de dégâts? Eh bien, je ne sais pas. Puma n'a toujours pas fumé de drone. Puma, voilà, il est à un drone tué, voilà, avec son Reaper de début de partie. Donc, pour l'instant, je le mettrai pas devant. Et Matt le creep Fred. Ouais, non, mais on est à 14 minutes. Waouh. Et il y a déjà la moitié de la map qui est recouverte. C'est ça. Et pendant qu'on a une attaque sur la B4, si tu peux montrer, voilà, c'est les Hélions qui viennent faire du nettoyage. Joli split de drones ici, évidemment, de la part de Ret. Malheureusement, uniquement 7 drones tués en fin de partie. Enfin, je veux dire, en milieu de partie, on est à 15 minutes de jeu. C'est pas beaucoup, cette récolteur. C'est déjà ça, mais ça fait pas complètement le taf. Donc, avoir d'autres manières subtiles de choper des récolteurs. Peut-être qu'on va voir se multiplier les drops, même si avec la grappe de muta qui sévit sur la map sur Dual Sight, eh bien, ces drops auront une espérance de vie assez limitée.
Donc non, mais là, c'est juste Red, encore une fois, qui est en train d'asphyxier son adversaire. Voilà, les Cryptumeurs, elles sont devant la B3 de Puma. Tout est calé. Et maintenant, tu vas mourir. Je pense que c'est ça le message. Regarde, cette Cryptumeur que tu vois là qui gigote, je pense que c'est ça qu'elle amène. Elle vient dire au mec. Hey. En fait, c'est intéressant au niveau de la psychologie de Puma. Il a perdu sur la première partie, où honnêtement, à aucun moment, il a vraiment tenu la game. Et là, sur cette deuxième partie, il s'est dit, OK, j'attaque pas, je monte à 200 de pop. Donc là, il est à 200 de pop. Et quand je suis à 200 de pop, je commence à sortir. Effectivement, il y a des joueurs qui vont comme ça se recroqueviller dans leur coquille. Mm-hmm. Alors, il faut imaginer Puma en train de se recroqueviller dans sa coquille. Oui. Voilà. Donc, si vous l'avez déjà vu, vous pouvez l'imaginer. Et sinon, on vous le montrera en photo. Une petite coquille d'escargot sur son portrait. Et voilà. Et là, Puma qui va sortir de sa coquille. Et en face, regardez Red qui fait le trade. Il a changé d'avis. Oh, attention, le Thor ici qui pourrait faire beaucoup de dégâts à cette grappinette de Muta. Le taf qui est fait par les marines de Puma. Tous les spinning, le wall qui saute. Aïe, tous les banning également. Allez. Tous les BCS qui sont tombés pendant ce temps. C'est le trade base qui est lancé par Red. Puma qui va devoir retourner très rapidement chez lui. Les Mutalisques qui sont partis. Le wall qui a sauté. Pas énormément de dégâts. Bon, alors, on a une petite équipe de foot de SCV qui est tombée. Mais c'est pas encore catastrophique. Ouais. Non, il y a eu des dégâts des deux côtés. C'est difficile de dire qui a pris l'avantage sur cette fight. On va dire que c'est Red, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de dégâts d'un côté comme de l'autre, mais le late game Zerg va être particulièrement puissant, sauf si en face Puma se met à faire des ghosts ou alors beaucoup de vikings. Enfin bon, c'est un late game qui peut être difficile à gérer pour les Terrans. Mais qui n'est pas simple non plus pour le Zerg, d'autant plus que Red choisit de rester sur Zergling et Mutalisk pendant très longtemps dans cette partie. Le speedling de Red qui rentre directement dans la main. Est-ce qu'il va refermer son wall? Le wall qui referme, et pendant ce temps, c'est Puma qui essaye de faire du dégât sur cette base. Tellement de speedling, les 200 de pop de Red qui sont dans les dents de Puma. Puma ici qui n'aura pas réussi. Oh, la couveuse 84 de HP et les marines. Là, alors il n'y a pas de fungal, il n'y a pas de bending, il peut encore le faire. Puma qui pourrait se débarrasser de toute l'armée et piéger tous les speedlings de son adversaire. Les speedlings de Red qui malheureusement ne vont pas faire tant de dégâts que ça, à part choper une trentaine de VCS. Et pendant ce temps, les Mutalisques. Alors on a eu un drop dans la main qui n'a pas infligé beaucoup de dégâts. Mm-hmm. Et voilà, donc les Zerglings de Red qui vont se faire nettoyer. Et Red... Alors là, on a une situation super intéressante. Ou alors, bon, il y a 67 Benling en production. Mais Red qui n'avait pas mis de ressources de côté. Et qui a perdu tous ses mutas. Alors que Puma avait mis pas mal de ressources de côté. Mais Puma, peut-être qu'il se met derrière, mais à tort. Peut-être qu'il se met loin derrière, parce qu'il a perdu beaucoup de bases, il a perdu des bâtiments dans sa B2, dans sa main, etc. Mais en fait, Red n'a plus beaucoup de ressources. Et Red qui va attaquer... Et alors, si cette base... Oh, joli dodge. Alors ça c'était critique. Hein. Ouh là là, et là va falloir un split. Oh là. Oh oui, focus fire sur les Benling. Puma qui pourrait très bien retourner la situation en égalité sur la pop. Le Thor qui a tanké quand même pas mal de Benling. Et 100 de pop des deux côtés. Mais cette partie est hallucinante. Regarde, on a eu un drop. Alors excusez-nous, on a eu un drop dans la B4. Et il a fumé cette couveuse avec 84 HP. La B4 qui a sauté. Mais Red qui ne récolte plus des masses en fait. Hein. Et il récolte que plus sur cette base-là. Ouais, voilà, on est à 1100, on a 600. Bon, il y a Puma qui va lancer des mules, etc. Il va se retrouver à 1000. Mais ma foi, la partie qui est très serrée. Et j'aurais même tendance à dire que Puma est revenu devant en faisant sauter la B4 et la B5 et en faisant sauter tous ses Zerglings et tous ses Banelings. Mais tiens-toi bien, Ponf, Puma, le joueur coréen. Mais ça, c'est un don qu'ont tous les Coréens. Hein. Il est revenu dans la partie, quoi.
Effectivement, il n'a pas lâché l'affaire et là j'ai l'impression qu'il va faire du dégât. Pendant ce temps, Red qui a switché de stratégie, plus de Mutalisk mais des infestateurs, ce qui va lui permettre notamment de contrer ce drop ici. Attention, l'aiguille qui va s'en sortir. Pendant ce temps, un armée de Puma qui revient checker que cette maudite couveuse n'ait pas été posée. Et là, Puma qui est juste à côté de la dernière base qui mine de son adversaire. Il a attiré l'armée de son adversaire dans la main et maintenant il va pouvoir faire du dégât, quoi. Ouais, et il a plus rien pour défendre. Si tu regardes sa B3, il n'a aucune défense. Elle est vide. Donc là, on a un gros risque qui est pris par Puma. Puma qui prend ce risque, à mon avis, parce qu'il pense qu'il est plus derrière qu'il ne l'est en réalité. Et là, il va se rendre compte qu'en fait, il est bien. Et on a la tentative de trade base. Voilà, on a la tentative de trade base. On a la tentative de trade base de la part de Liquid Red. Et pendant ce temps, oh là là! Et c'est le GG! Puma qui revient sur un move complètement qui était perdu. Enfin, je veux dire, Red, il avait la moitié de la map au niveau du creep, il avait 4 bases, Puma était sur 3, il avait la psychologie contre lui. Et en supprimant la couveuse en haut à gauche ainsi que la couveuse en bas à droite, il vient complètement de retourner la game. De plus, hallucinant. Red qui a switché de stratégie au milieu, donc qui est repassé sur Infestateur, donc qui a eu un petit moment d'instabilité. Et là, Puma qui égalise à 1 partout. On est donc dans cette deuxième rencontre de la poule A. Yes. Puma contre Red, 1 partout. Je vous propose de se retrouver pour la dernière partie qui va définir. Donc voilà, Puma, vous voyez à l'écran, vainqueur de la NASL saison 1. Et de la saison 2 également. Donc, finaliste de la DreamHack. Et donc un très très bon joueur qui a totalement ses chances. Et je pense qu'il part favori pour la 3e manche en fait. Et on va voir le profil de Red, pas plus tard que maintenant. Et oui, voilà. Donc Red, c'est ce jovial bonhomme que vous voyez à l'écran. Donc Red qui représente les Pays-Bas. Tout à fait, et la Team Liquid dans ce tournoi. Donc premier à l'Assemblée Winter 2011, top 4 DreamHack Winter 2011 et 3e aux IEM Sao Paulo. Donc vraiment un joueur à considérer. Il a peu de cheveux. Voilà, c'est ce que vous pouvez lire sur cette fiche en fait. Voilà, donc un concentré d'informations. Donc voilà, je vous propose de continuer sur la dernière partie de Puma contre Red dans cette émission Iron Squid, cette première émission, juste après cette courte pause. À très bientôt. Eh bien, nous revoici après cette petite pause pour la suite du match Red contre Puma. Donc, 1 partout des deux côtés. Décidément, c'est... Alors, ça part un peu en mode hip-hop. Tranquille, Red contre Puma. Red contre Puma, 1 partout. Encore une fois, pouvait-on rêver mieux? Mais non, on ne pouvait pas. Voilà, 1 partout. L'issue qui est tellement incertaine sur cette deuxième rencontre. Tude, c'est je ne sais que dire, je ne sais que pronostiquer. Ouais, alors effectivement, on a l'impression que Puma, en fait, tel un Super Saiyan, voilà, j'ai trouvé la bonne comparaison, s'est adapté au jeu de son adversaire. Il est mort une fois, il est ressuscité en plus puissant. Voilà. Voilà, c'est une métaphore que j'avais travaillée. Et non, pas du tout. Le phénix Et là, il a vaincu Freezer dans sa première formation. Quoi qu'il en soit, non, on va faire une analyse un petit peu plus référence poussée. à l'épisode numéro 276. Moi, je trouve que Puma s'est adapté au style de jeu de Red. Encore une fois, Puma, je suis pas sûr qu'il ait rencontré Red à beaucoup d'occasions, puisque les Coréens sortent peu de Corée, à des exceptions près. Et en fait, ils ont juste besoin de s'adapter, tu vois. Si on reprend la métaphore, c'est comme Boxer contre Todd. Boxer a compris le style de jeu de Todd. Bon, il a eu un peu de réussite et des erreurs de Todd, mais pour moi, c'est un peu la même chose qui est en train de se reproduire. Et on va voir si Puma va réussir à concrétiser l'essai. Bah effectivement, il est sur une pente ascendante, le petit Puma, et on va voir jusqu'où ça va le mener. Je te propose de... Propose-moi. Parce qu'on se tutoie finalement. Ouais. Parce qu'on se connaît un peu du coup. Mais je te propose de lancer la game. Allez. On est sur... c'est Cloud Kingdom. Donc sur Cloud Kingdom,
On va lancer la game et c'est parti. Les drones qui se mettent à miner. Red en haut à droite et Puma en bas à gauche en Terran. Donc Cloud Kingdom, une map avec quand même pas mal de petits passages, il faut bien le dire. La B2 qui est en partie encombrée par ces rochers destructibles ici. Qui permettent au Terran, donc qui avantage légèrement le Terran, je pense, de maîtriser le flow de run-by, de speeding qui peuvent arriver. Et de son côté, le Zerg qui a quand même quand il prend B2, puisqu'il va probablement prendre B2, qui a quand même une très grosse entrée à défendre, donc probablement 2 Spinecrawlers avec des chambres d'évolution qui lui permettent de réduire un peu le flux. Donc une map qui n'est pas évidente en Zerg. Hein. Alors effectivement, je pense que c'est une map à 2 spots. C'est une map où on pourrait voir une agression rapide, un opener double rack par exemple de la part de Puma qui pourrait choisir de finir là-dessus. Donc très agressif contre le fast expand de Liquid Red. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a des rochers. En gros, la prise de B2 et B3 pour le Zerg, je trouve que tu l'as très bien résumé, elle est relativement simple, enfin pour le Terran plutôt, elle est relativement simple. Maintenant, le Zerg n'est pas en reste. Sur cette carte, si tu peux regarder au milieu de la map, il y a beaucoup de passages, il y a des collines partout, il y a énormément de passages, de possibilités de run-by qui font qu'en middle game, le Zerg a des arguments sur cette carte. Et c'est clair, la B3 du Terran, c'est une tannée à défendre, hein, puisque vous avez une entrée ici, qui est généralement occupée par l'armée avec les tanks, etc. Mais vous en avez une ici et une ici. Donc, grosso modo, la B2 du Terran qui est assez facile à défendre, 2 bunkers ici, il n'y a rien qui passe. Mais dès qu'il passe en mode B3, il est forcé de délocaliser son armée entre les deux pentes. Ouais. Et résultat, il peut être sujet soit à run-by dans sa B2, soit à run-by dans sa B3. Et là, on commence à rigoler. Ouais, alors on a un petit ralentissement dans l'activité du jeu, voilà. Les joueurs qui se lancent, on va avoir une fast expand chez le Terran, donc one rack into expand sans gaz, et bien évidemment hatch first chez le Zerg. Et donc ça nous fait une petite pause, et ça nous donne le temps de parler de la Hollande, voilà, puisque Liquid Red vient de Hollande. Alors sais-tu quelle est la spécialité de la Hollande? Parlons un petit peu de ce beau pays. Parce que la spécialité de la Corée, je suis désolé, à part StarCraft 2, je ne connais pas du tout. C'est les iPads en Corée. C'est la spécialité, c'est les iPads, ça pousse dans les arbres. Non, la spécialité de tous les produits Apple d'ailleurs. La spécialité de Hollande, c'est évidemment c'est un végétal, c'est les tulipes. Il y a des champs de tulipes qui sont bien connus en Hollande. Et les moulins. Les moulins de Hollande. Les moulins. Et les sandales. C'est ça. Voilà. Les quoi? Tu te fous de ma gueule. Et après, si je prolonge la blague... Les sandales chaussettes, tu veux dire. Si je prolonge la blague, je dirais « Et les François », mais heureusement, nous sommes plus drôles que ça. Donc on va y aller. Et les François. Oh mec, oh putain. Je l'aurai demain celle-là. Elle va mettre du temps à arriver. On te l'expliquera. Je lag. Désolé les mecs, je lag sur la dernière. Ok. C'est pas grave. Pas de souci. Personne ne t'en veut. Donc voilà. Donc Liquid Red qui part sur une expand. Tout à fait. Et Puma qui va faire... donc en fait, Puma qui a fait le CC, qui a pris double gaz et qui va partir sur réacteur hélion ensuite. Donc, on va dire standard après un one rack expand sans gaz. La variation va arriver ici. Est-ce qu'il pose un 3e CC? Et au vu des 2 premières parties, je pense qu'il va le faire. Sauf s'il veut surprendre son adversaire. Mais dans les 2 premières parties, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il a lancé le 3e CC très rapidement. Ouais. Donc, il devrait le lancer maintenant, à peu près maintenant, s'il veut suivre le timing qu'il avait suivi auparavant. Pendant ce temps, le Zerg qui a accumulé 3 queens maintenant et qui va pouvoir commencer son travail de Cryptumeur. Le T2 qui a été lancé très rapidement également sur un seul gaz. Et on a vu un Ret tout à l'heure qui était assez friand du muta Speedlink, Benlink contre Terran, qui à un moment donné a remis en cause un peu son jeu en partant à Festater, mais qui n'a pas pu les utiliser à leur plein potentiel et qui s'est fait, qu'il n'avait plus de muta, il s'est fait complètement out micro par son adversaire. Ouais, et là, si tu peux voir, en fait, là, si vous voulez, Ret a la vision de ce carré de minerai, comme tu dis, et voilà. Et il n'a pas besoin de révéler son overlord pour savoir que son adversaire a fait CC first, enfin CC
après la baraque. Mais comme tu dis, ça va être intéressant de voir s'il va nous sortir la même stratégie ou s'il va partir directement sur infestateur ou une stratégie roach infestateur par exemple. Là, il a l'air de vouloir partir. En fait, il y a de subtiles variations dans le jeu de Ret. La partie d'avant, il avait lancé le plus 1 d'attaque, le plus 1 de défense des Zerglings. Et après, il avait lancé la spire. Là, dans cette partie, il sait qu'il ne va pas être menacé en début de partie. Donc, il n'a pas fait beaucoup de Zerglings. Hein. Il a 3 Zerglings. Il va en avoir 5 là. Et il part directement sur Mutalisk. Donc, en fait, il sait qu'il n'est pas menacé. Pas besoin de faire de Zerglings. Et si tu économises les 250 de gaz pour rechercher le plus 1 d'attaque et de défense, tu peux sortir 2 Mutalisk et demi en plus, plus rapidement. Bon, alors, la moitié de Muta, elle ressemble à rien, mais en tout cas, elle est là, quoi. Elle est dans tous les esprits, tout à fait. Et t'as une tête avec une aile comme ça qui bat. Mais ça surprend. Et le 3e CC a-t-il été posé? Le 3e CC qui est posé maintenant. Et on va avoir donc probablement ça va partir en marine tank, hein, j'ai l'impression. Les 6 Hélions réglementaires de Puma qui sont là. Et j'ai l'impression que Ret a quand même pas mal. Parce qu'en début de partie, quand vous êtes Zerg, votre but c'est de balancer un maximum de tumeurs muqueuses avant que les Hélions arrivent. Puisque vous savez pertinemment qu'il va vous les fumer. Et là, je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. Bon, alors, oh là là, celle-là qui a eu un petit peu de crème brûlée sur le bout du front. Il s'en est plutôt bien sorti. Et les mutas qui vont sortir et qui vont pouvoir se débarrasser de ces Hélions. Donc, un Ret qui est plutôt en possession de ses moyens. Bah là, le problème, c'est qu'il va devoir dévoiler les mutas. Et donc, qu'il va laisser du temps à Puma pour s'adapter. Voilà, les mutas qui sont dévoilés, qui vont certes repousser. Oh, c'est bien joué. Oh là là. C'était bien tenté. On aurait dit un deuxième catcheur mexicain qui rentrait dans l'arène avec ses speedlings. Et résultat, encore une fois. Ah non. Ah, c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il voulait faire. Ah, ça aurait été tellement stylé. Il n'était pas aux aguets. Et Puma, vous pouvez voir que rapide comme un Coréen, il a lancé des tours, il positionne ses marines, voilà, pile au bon endroit. Il a lancé des tours un petit peu partout. Et donc, il va être safe. Et alors, la variante qui est en train de nous proposer le joueur coréen, c'est il retarde les tanks en mode siège, il va essayer de faire des medivacs plus rapidement, j'ai l'impression, le space support qui est sur un réacteur. Donc, il va partir sur une armée plus mobile, mais sans tank en mode siège, donc vulnérable face au Baneling. Et ça, c'est une information que Red va chercher à avoir très rapidement. Parce que pour l'instant, il n'a aucune information. Ah si, il a vu les medivacs. Il a vu les medivacs et instantanément, il voit les medivacs et il lance les crochets centrifuges. Effectivement, les crochets centrifuges, exact. Centrifugaux, des fois. C'est Monsieur Vert qui dit centrifugaux, je crois. Dans sa chanson? Oui, il dit centrifugaux. Toi aussi, t'es fan de Monsieur Vert? C'est ça. Ce serait tellement bien si on pouvait entendre une chanson de Monsieur Vert. Ce serait tellement bien s'il était là sur le plateau avec nous. Mais bon, c'est quelqu'un de très occupé. Nous avons donc l'armée... Attention à l'armée de Puma qui fait son petit bonhomme de chemin. Deux Medivacs un peu à la traîne ici, un peu les paresseux et joyeux des 7 nains qui sont un peu à la traîne. Et il va prendre le contrôle du centre sous l'œil vigilant évidemment de ce Zergling-là. Jean-Pierre le Zergling qui tient la Xel'Naga et qui a vu tout ce qu'il y avait à voir et qui va lancer du coup le run-by sur la B3 du terrain de Puma qui ne s'en laisse pas compter, qui va revenir. Puma qui décide de revenir pour protéger ce command center, ses capitales, ses 400 de ressources. C'est énorme en début de partie. Le double front, attention, Puma qui a séparé son armée en deux. Pourquoi a-t-il fait ça? Il va perdre tous ses marines ici. Les Medivacs, aïe 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 aïe, Puma qui a donné en pâture pas mal de troupes à son adversaire. Et là, j'ai l'impression que le Hollandais vient de reprendre du poil de la tulipe. Hein. Là, il est en train complètement de out multitask. Si ça ne se dit pas, eh bien, ce n'est pas grave. Et qui est en train de out multitask son adversaire. Et Puma qui a oublié son Medivac ici. Donc voilà, 8 marines qui sont probablement en train de jouer au tarot dans ce Medivac et qui se demandent quand ils vont être droppés au milieu du creep. En même temps, à leur place, je n'aurais pas hâte puisqu'ils vont probablement crever. Donc voilà. Et on a en fait le Haras de Muta qui est en train de continuer là-dessus. Maintenant, c'est vraiment une des particularités de Puma, il a montré qu'il était très résistant au Haras de Muta. Voilà. Là, il a une tour, il va falloir la réparer, ça va être fait trop tard. Les marines qui arrivent, on a quoi? On a 4 VCS qui sont tombés, 5, 6.
Et pendant ce temps, on a un drop. Qui est en train d'arriver vers la B2 du joueur Zerg. Il a été vu, l'Overlord qui est bien positionné. Attention, est-ce que Red va être réactif? Un drone qui va tomber pour 2-3 drones qui ont été tués pendant ce temps. Les Mutalis qui continuent à faire du dégât au niveau de la main. Attention, il n'y a plus de marine, il n'y a plus que des medivacs, des tanks et des maraudeurs. Mon Dieu, mais où est la composition de Puma? Puma qui est maintenant vulnérable à toutes les unités aériennes et qui va perdre un medivac, 2 medivacs ici. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est compliqué pour le joueur coréen. Les marines en frontal, les Puma, les Mutas qui n'en ont cure. Puma qui n'a tout simplement pas assez de marines, 5 marines. Et j'ai l'impression que le joueur hollandais est en train de s'imposer. Le bunker qui va tomber, les 2 derniers marines dans leur coquille qui vont se faire éventrer. Aïe, aïe, aïe. Et pendant ce temps, c'est le run-by. Dans la B3, c'est le run-by, les Zerglings qui arrivent. Et là, les dégâts qui sont énormes chez le joueur Terran. Et j'ai l'impression que Red est en train de s'imposer dans cette partie. Le wall qui est ouvert. Comme si ça ne suffisait pas. Oh là là, hold position, les Zerglings qui vont se débarrasser pas mal. Attention les Benlings, oh là là, c'est la fiesta, attention. Les Benlings vont-ils arriver au contact de ce SCB ici? Aïe aïe aïe, la porte qui vient d'être ouverte, la boîte de Pandore. C'est ça. Et pendant ce temps, le gros rip-up à base de speedling, c'est dégueulasse qui arrive à Puma. Oh mon Dieu. Pop. Magnifique partie. Donc voilà, si vous vous demandez où on est, eh bien on est là. On est dans le port d'Amsterdam. Voilà. En plus, on connaît les paroles, c'est ça qui est cool. Ouais, spécial dédicace Jacques Brel. Elle toussate encore un peu la table. Hein. Et non, alors une partie d'anthologie, Liquid Red qui s'impose au terme de ce BO3 contre Puma. Donc on a nos 2 vainqueurs de cette première journée. Et oui, Boxer contre Todd, donc Boxer qui s'est imposé. Si vous n'avez pas vu les replays, eh bien on vous suggère tout simplement d'aller les mater sur le site www.ironsquid.tv. Et finalement, Red, qui après un petit passage à vide, vient de récupérer la main sur la game et a roulé sur son adversaire encore une fois. Enfin, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Red, c'est soit il est en bonne forme et là, il n'y a rien qui peut l'arrêter comme sur cette partie, soit il fait quelques erreurs d'appréciation et là, ça devient plus compliqué. Mais en ce moment, le match-up Terran versus Zerg à ce niveau, c'est un peu comme ça. C'est une erreur des 2 côtés peut donner la game et c'est un match-up qui pardonne pas les erreurs au final. Et en tout cas, franchement, Liquid Red qui s'impose, qui a mérité sa victoire. On vous rappelle que bien évidemment, on est dans une poule de 5, donc Marine King Prime, Todd, Boxer, Liquid Red et Puma. Et oui, j'en ai oublié aucun. Et chacun de ces joueurs va rencontrer tous les autres. Donc pour l'instant, rien n'est décidé. Puma est complètement dans la course, au même titre que Todd. Même s'il part avec une petite jambe en moins. Donc il va falloir qu'il clopine jusqu'à la victoire. On vous propose de nous retrouver dimanche, donc ce sera dimanche 3 mars, puisqu'il n'y a pas 30 jours en février. Et non, il y en a 29, c'est ça. On est ne jamais faire de mathématiques à la télé. Hein. C'est ça. Le 4 mars, dit-on. Bon, dimanche prochain. C'est exactement ce qu'on avait dit. Donc vous pourrez assister à 3 matchs, puisqu'on vous rappelle que sur Iron Squid, les mercredis, c'est 2 BO3 et les dimanches, c'est 3 BO3 pour faire des émissions avec encore plus de LOL à l'intérieur. Ouais. Alors, de mémoire, MKP Todd. Todd qui va aussi jouer contre Puma. Et Boxer qui va jouer contre Red. Donc Boxer contre Red, ça va un petit peu être le match des vainqueurs d'aujourd'hui. Et Kaoru, Boxer, me dit-on en régie, mais c'est une grosse bêtise pour être poli. Kaoru, Boxer, mais ils ne vont pas jouer à StarCraft 2, ils vont faire de la salsa. Mais avant ça, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ce soir sur ce plateau? Eh bien, je vous propose de nous quitter en musique. Nous avons un invité très très spécial puisqu'il s'agit du talentueux Monsieur Vert. Monsieur Vert. Petit jingle. Mon gars, assure, tu en as le cran. T'es un geek, mon gars, assieds-toi devant l'écran. Monsieur Vert. Ça mec, tranquille. Donc voilà, Monsieur Vert qui va nous jouer le générique de cette fin d'émission.
Quant à nous, on se retrouve dimanche 4 pour la suite de Iron Squid numéro 2. On est toujours sur la poule A, donc on vous donne rendez-vous à 21h sur www.ironsquid.tv. Et alors, qu'est-ce que tu vas nous jouer ? Une chanson qui s'appelle Couler en bronze. Couler en bronze. Magnifique. Donc Je sens que ça va nous plaire. d'un niveau Ça combine très tout ce lointain qu'on aime faire. de ce qu'on a pu, C'est génial. de ce qu'on a pu voir. Mais il faut quand même penser au bronze parce que c'est super déprimant quand même d'être en bronze. J'ai été en bronze. On a tous été en bronze un Voilà, jour. et c'était terrifiant. Ouais, enfin, on n'avait pas le même âge. Là, c'est sûr qu'effectivement, généralement en bronze en Corée, c'est quoi ? C'est 6-8 ans, grosso Ouais, modo. oui, la moyenne. Voilà. Oui, la moyenne. Après, il y a des précoces, mais... C'est ça, c'est maternel. Après, bon, ils apprennent à compter, donc ils apprennent à jouer à StarCraft 2. C'est ça. Contrairement à nous, ça se passe pas pareil. Donc voilà, eh bien, on va se séparer sur cette douce musique de la part de Monsieur Vert qu'on est ravis d'accueillir. Donc voilà, on espère que vous êtes amusés autant que nous et à très bientôt. C'est pour toi que j'ai fait cette complainte. Toi le malheureux, le roi du man game et le roi de la feinte. Toi qui fais semblant, toi l'état de choc. Toi qui fais 5 ou 6 baraques dans ton BO face banchicloque. Toi qui en bronze, toi qu'on décime. Toi qui ne dépasse pas le rang 11, qu'enchaîne les games et qui déprime. T'es en bronze, tu regardes la cime de l'immense arbre du ladder. Et pour gravir une branche tu trimes. Pas d'APM, tu te sers pas du clavier. T'as que la souris mais t'as quand même appris à faire F10 plus C les groupes contrôle. À quoi ça sert? Tu sélectionnes toute ton armée, tu fais un clic et puis t'espères sur l'écran. T'as pas le chrono, à quoi ça sert de voir le temps que tu perds à lire les amélios dans ta main? Y'a pas d'écho, un SI vide dans chaque tourelle, chaque supply, chaque facto, t'es en bronze. Rien ne t'effraie, à 200 pop de roach tu fonces même si en face y'a masse void ray, t'es en bronze. Et tout est frais, 4 bunkers ou 6 photons derrière ta ligne de minerai. Et quand tu pars sur aérien un peu fier, tu croises des unités, tu te dis pourvu qu'elles ne tirent pas en l'air en all-in. T'as pas appris, mais contre 2 ou 3 Benling, on n'envoie pas les SCV et scouter. C'est un cauchemar, t'as vu l'aspire, t'attends le pire, les mutations là c'est trop tard, tu vois pas ce qu'il y a à voir. Il est sympa ce bâtiment, s'appelle comment? Sanctuaire noir, t'es en bronze, y a pas d'erreur. J'ai pas trouvé de rime en 11 dans les pseudos en grande master, t'es en bronze. Pourquoi tu pleures? Continue et tu finiras un jour par passer en silver, t'es en bronze. Reste patient, MC Nesty ont été bronze, et même s'ils n'avaient que 4 ans, reste en bronze. Prends tout ton temps, tu finiras par les poutrer ceux qui se foutent de toi en diamant. Waouh! Magnifique! Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain! Ciao!